on s'était mis à organiser des colloques pour essayer de convaincre les gens qui faisaient de la démocratisation culturelle qu'il fallait arrêter ça, que c'était vraiment pas un problème de démocratiser de la culture, enfin, qu'il fallait faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire le contraire, c'est-à-dire qu'il fallait fabriquer de la culture avec les gens, de la culture avec un petit c, c'est-à-dire fabriquer de l'analyse politique de ce que les gens vivent à partir de ce qu'ils comprennent eux-mêmes de leur domination, enfin, et donc on leur disait on ne vous demande pas de nous croire, c'est pas parce qu'on va vous expliquer. Simplement, il va falloir être patient parce qu'il faut maîtriser plusieurs hypothèses. Vous voyez, comme un plant de tomate. Okay, alors les mecs se méfiaient, ils disaient, mais ça va être long comment ton truc? Alors, on disait, il faut repartir de la Révolution. On dit, oh non, oh là là, on ne peut pas commencer plus tôt. Ah non, si on ne commence pas la Révolution, on ne comprend rien à cette histoire de culture. Écoutez, essayez, vous verrez bien. Alors, vous voyez, on avait des salles, par exemple, sur une salle de 100 personnes. Alors là, on va le faire en raccourci, puis ensuite, on fera l'entracte. Je vais vous le faire en vitesse. Donc, je vais vous faire le plan de tomate. Alors, c'est pour comprendre le mensonge de la démocratisation culturelle et pourquoi il faut faire plutôt de l'éducation populaire, il faut maîtriser 10 hypothèses. Il y a 10 branches à l'hypothèse. Donc, sur une salle de 100 personnes, on perdait en gros 10 personnes à chaque nouvelle branche. OK ? Et donc, on a toujours terminé à 0. Bon, il partait au kir. Alors, je vous le fais en vitesse. Alors, on expliquait que le début de toute cette histoire de culture, c'est la Révolution. Alors, vous allez me dire, la Révolution française, non. La Révolution anglaise. 1750. La Révolution industrielle. Si vous voulez, le plant de tomate lui-même, là, quand vous allez acheter le plant... Ah oui, parce que j'ai arrêté avec les graines. J'ai arrêté avec les graines. J'ai regardé comment ils font, les mecs, ils trichent. Ils n'achètent pas des graines. C'est les oignons, vous savez comment ils font? Ils achètent des sachets de petits oignons et ils mettent dans la terre à grossir. Attendez, mais ça, moi aussi, je peux faire ça. Enfin, alors moi, je suis allé acheter des petits sachets, j'ai mis plein de petits oignons, d'accord? 6 mois après, c'est toujours aussi petit, je les ai remis dans le sac. Donc maintenant, je mets des gros oignons directement. Et quand j'en ai besoin d'un, je vais le chercher. Ça va. C'est bon, pas passer ma vie à me faire chambrer là-dessus, c'est bon, quoi. Faudrait que je vous parle des potirons aussi. C'est con qu'on n'ait pas le temps. Le potiron, quand on vous prévient pas que un plant de potiron, ça nourrit une famille de Roms pendant 1 an, et que vous plantez tout le sachet, « 90 plants de potiron, et vous partez en vacances, la gueule du jardin quand vous venez. Après, tous vos potes, tu veux pas un potiron? Oh non, Franck, c'est bon, j'en ai déjà un, ça fait 3 mois, on l'a pas fini. Oui, mais j'en ai 90. Bon. Et donc, le début de l'histoire, le plan, c'est la Révolution anglaise, c'est-à-dire la Révolution industrielle. Puisque pour la première fois, donc on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, sur ce coin de la planète qui est une île qui s'appelle l'Angleterre, à cause d'une invention, à cause d'une innovation technologique majeure. C'est toujours pour ça qu'il y a des révolutions dans l'histoire de l'humanité. Hein. La roue avait amené l'agriculture, et bien là, la vapeur. La vapeur va amener la société industrielle dont on va crever dans très bientôt. Mais ça, c'est le sujet de la conférence numéro 4 sur la fin du pétrole. Donc je vous le fais pas. C'est Tony qui l'a fait, celle-là, la conférence sur la fin du pétrole. Après mes conférences, à moi, on fait des ateliers. Après celle de Tony, on fait des cellules de soutien psychologique. Et donc on expliquait que la vapeur... Est-ce que la personne des renseignements généraux pourrait faire... Je peux vous donner le DVD si vous voulez. On expliquait que la vapeur va... Alors, est-ce qu'il reste des marxistes dans la salle?
Non? Oui. Bah, maintenant qu'on a une droite décomplexée, je pense qu'on pourra peut-être avoir une gauche décomplexée. Enfin, je sais ce que c'est qu'une gauche décomplexée, c'est une gauche marxiste. Bon, bref. Il y en a, mais... Bon, en tout cas, je vais le dire en marxiste, ils comprendront plus vite que les autres, puis après je le dirai en français. Donc on expliquait que la vapeur va bouleverser les rapports de production et les rapports sociaux liés aux rapports de production. Donc ça, c'est du marxiste. Alors en français, ça veut dire quoi? C'est très simple. On expliquait qu'avant, il fallait 30 personnes pour battre le blé. À partir de la machine à vapeur, il faut une personne qui surveille la machine. Et donc, les 29 autres, qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc, on expliquait ça. Et puis, on expliquait surtout que la vapeur va permettre un truc incroyable, qui est la naissance, la vraie naissance du capitalisme. Arrêtez, par pitié, défendez-vous quand on vous raconte que le capitalisme, ça a commencé quand 2 mammouths se sont échangés des coquillages. Ok. Il y a eu des sociétés de marché non capitalistes, il y en aura. Le capitalisme est une forme historique extrêmement récente, elle a 200 ans, d'accord? Elle ne va pas tenir, d'accord? Vous allez, peut-être même vous assisterez à sa fin, donc vous inquiétez pas, mais bon. Et donc on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à cause de la machine va permettre un double phénomène qui est d'accumulation et de transmission. J'accumule et je transmets à mes enfants. Et donc, pour la première fois, il va être possible que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie et que la vie de mes enfants soit meilleure que ma propre vie, l'ascension sociale. C'est ça qui est en train de changer. Depuis 20-30 ans, là, il n'est plus du tout évident que ma vie sera meilleure à la fin de ma vie et que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie. Et ça change tout. Bon. Et donc j'accumule, je transmets, hop, au passage, on m'en reprend la moitié qu'on redonne à la collectivité, hein, sauf depuis Sarkozy. Hein. Ah oui, s'attaquer à l'héritage. Et donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent le DVD qui pourraient me souffler? Oui, pour rendre ça possible, deuxième branche de la tomate. Pour rendre ça possible, c'est-à-dire, parce qu'à l'époque, quand vous étiez vous ne pouvez pas choisir votre métier. Hein, c'était ce qu'on appelait des corporations. Par exemple, vous étiez boulanger, vous ne pouviez pas devenir cordonnier, c'était impossible. D'accord? Vous étiez forcément boulanger comme votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre fils, votre petit-fils. D'accord? Et donc, pour libérer les forces productives, on dit en marxiste, il va falloir faire péter tout le système, casser les corporations, la loi Le Chapelier, qui est une grande loi de liberté publique. Et donc, il va falloir mettre en place une société d'individus dotés de droits, et notamment donc, la Révolution française, deuxième branche de la tomate, on expliquait, la Révolution française qui va donner sa structure juridique, politique au capitalisme, ok ? Donc une société d'individus dotés de droits, et notamment du droit d'aller se faire exploiter librement où ils veulent, quand ils veulent, donc les droits de l'homme. Non mais, je ne vous parle pas des droits de l'homme de 45, le droit à la santé, à l'éducation, tout ça, je vous parle des droits de l'homme de 89, hein, il y en a 4. Je ne sais pas, il y a des historiens ensemble, donc vous savez ça, il y a 4 droits de l'homme qui sont décrétés, et qui sont la naissance du capitalisme. Le droit de propriété, premier des droits de l'homme, le droit de propriété. Alors vous allez me dire, ben non, ça existait déjà ça, on avait déjà le droit d'avoir une chaumière, des sabots, un âne. Alors, écoutez, soyez marxiste un peu, ça c'est la propriété d'usage. Ça existait déjà, ce qui est décrété c'est la propriété lucrative, c'est le droit de propriété de moyens de production, le droit de posséder une usine et les ouvriers qui sont dedans, ok ? La propriété privée des moyens de production. Bon, le but de la conférence, c'est de transformer ceux qui ne sont pas marxistes en marxistes et ceux qui sont marxistes en trotskistes. Alors, deuxième des droits de l'homme, liberté de faire ce que vous voulez avec votre propriété. Je vous rappelle la définition juridique française du droit de propriété, c'est le droit d'user et d'abuser d'un bien. Définition juridique. Si vous avez la Joconde, vous avez le droit de la brûler parce qu'elle vous appartient. Si vous êtes monsieur Michelin, et si vous possédez les usines Michelin, parce que c'est autorisé, d'accord, vous avez le droit
de licencier 7000 personnes sur Clermont-Ferrand l'année même de vos bénéfices records. C'est-à-dire, il n'y a aucune possibilité de vous empêcher de faire ça. On ne peut pas vous dire non. Vous faites ce que vous voulez, ils vous appartiennent au nom de votre droit de propriété. Donc, droit de propriété, droit de liberté, le droit de sûreté. C'est le droit qu'on protège votre propriété contre des ouvriers qui voudraient s'en emparer. Et le plus rigolo de tous, le droit de résistance à l'oppression, c'est le droit qu'on empêche un État de se saisir de votre propriété privée, etc. Et donc ces 4 droits de l'homme qui sont décrétés à la Révolution vont évidemment donner naissance à une société très inégalitaire, hein, avec des gens qui vont, etc. Et donc, troisième branche de la tomate, la culture. Elle arrive là. La culture, l'école, comme nouvelle légitimation des inégalités. Ah, regardez. Avant la Révolution, regardez, je vais me mettre là. Avant la Révolution, si vous étiez inégal, si vous étiez pauvre et qu'il y avait des riches, c'était parce que Dieu le voulait. Okay, bon. C'était plausible à l'époque. C'était son trip à Dieu. Il voyait un peu les choses comme ça. Il voyait avec des pauvres, des riches, etc. Mais vous aviez un clergé pour vous expliquer que Dieu voulait ça comme ça, mais que ce n'était pas grave. Il suffisait de patienter, juste d'attendre de mourir et qu'après, hop, on mettrait le truc dans l'autre sens. Ça serait sympa. Et donc, après la Révolution, ça ne marche plus. Après la Révolution, si vous êtes là dans le thermique et qu'il y en a un qui est là avec son parapente, d'accord, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Il va falloir attendre 1964 et un mec qui s'appelle Pierre Bourdieu pour exploser cette sinistre bêtise. L'école reproduit les rapports sociaux, elle ne les inverse pas. L'école, elle fait monter tout le système. Okay, oh, ça monte. N'inquiétez pas. Elle ne fait pas ça. Vous allez me dire, si j'en connais. Oui. 1% de fils d'ouvriers à l'université en 1944, 1% de fils d'ouvriers à l'université en 2011. Vous savez combien il y a d'ouvriers en France ? On a posé la question à des étudiants Bac plus 5 à Rennes 2, Sciences de l'éducation. Combien y a-t-il d'ouvriers en France en 2011 en proportion de la population active ? Mais vous devez faire une réponse collective. Ah, ils ne s'y attendaient pas. Ah, ils se sont mis à papoter entre eux, puis ils ont dit Monsieur, 5%. Mesdames, Messieurs, l'INSEE, qui n'est pas la LCR, hein, c'est autre chose. L'INSEE nous apprend qu'en 2010, dernier rapport, il y a 30% d'ouvriers en France, soit 6 300 000 personnes. Eh bien, pour que des étudiants Bac plus 5 n'en voient plus que 5%, c'est que la culture a réussi à effacer de leur regard, et peut-être d'une autre, 25% de la population. Ils ne sont plus dans les romans, ils ne sont plus dans les journaux, ils ne sont plus à la télé, ils ne sont plus dans les films, ils ne sont plus au théâtre. La condition ouvrière, il n'y a plus. 25%. Et donc, 1% de ces 30%-là, 1% de ces 30%-là va sortir de l'université, parce que je m'en fous qu'ils rentrent. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'ils sortent. Hein, ce qui rentre, ça, c'est Sarkozy. Hein, il appelle ça l'égalité des chances. On appelle ça un oxymore. Hein. Soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. Hein, faut choisir. C'est l'égalité des chances, vous avez compris, ça veut dire l'inégalité. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle l'égalité des chances. On appelle ça un oxymore, on appelle ça un double bind. C'est ça qui rend les profs fous, évidemment. L'égalité des chances, ça veut dire l'inégalité. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. Hein. Ça nous fait une belle jambe. Hein. Bon. Empêchez-moi d'aller sur l'école parce que c'est le sujet de la conférence numéro 2. Et là, on se reprend 3 heures de plus. Okay, donc dès que vous voyez que je dérive sur l'école, vous me ramenez, vous dites « Ah, là, ce soir, c'est la culture. » Hop, bon. Et donc, quatrième branche de la tomate, on peut croire à cette illusion que notre
place dans la hiérarchie sociale dépend de notre mérite scolaire, on peut croire à ça dans une société de plein emploi. C'est-à-dire jusque grosso modo aux années 70, on peut croire à ça. C'est-à-dire que dès que vous sortez de l'école, quel que soit votre niveau, vous êtes aspiré par une entreprise. Et donc vous pouvez croire que si vous êtes ouvrier et que votre copain est médecin, c'est parce que vous n'avez pas tout récité tout comme lui à la maîtresse. Vous auriez tout récité tout pareil, vous seriez médecin. Okay, il se trouve que votre père est ouvrier et que le sien est médecin, mais c'est un hasard. Okay, et donc on peut croire à cette idiotie dans une société de plein emploi, mais ça ne marche plus dans une société de chômage structurel de masse. 10 au kir. Bon. Alors là, il fallait expliquer ce que c'est. Alors là, on perdait un peu de monde quand même. On expliquait ce qui produit le chômage structurel de masse, d'accord, et on expliquait notamment la théorie de l'excès de culture. Ouais, mais comment ça? Bah oui, c'est... Nous en savons tous. La culture, ça sert à nous définir en creux. La culture, c'est un truc de droite, fondamentalement. Attention, j'entends bien que la gauche s'est foutue là-dedans les deux pieds, moi le premier, c'est pas la question. Mais l'idée de la démocratisation culturelle, c'est une théorie fondamentalement de droite. C'est l'idée que votre place dans la société dépend de votre culture et de votre mérite culturel. Si vous vous cultiviez, vous seriez là, vous ne seriez pas là, donc arrêtez de vous plaindre, allez, cultivez-vous. Ça, c'est une idée de droite, c'est l'idée que votre situation dépend de votre mérite personnel. Ça, si vous êtes de droite, cette idée vous convient. Vous trouvez ça bien, vous trouvez ça cohérent et normal. Hein, si vous êtes de gauche, ça ne marche pas du tout. Si vous êtes de gauche, vous devez considérer que nous sommes tous pleins de culture, nous sommes tous en trop plein de culture. C'est-à-dire que nous en savons tous plus que ce qu'on nous laisse faire dans l'organisation du travail, premier des droits de l'homme, propriété privée des moyens de production. L'organisation du travail ne nous appartient pas, elle appartient au patron. C'est la conférence numéro 9 sur le management et la démarche qualité. Et donc, nous sommes tous en excès de culture, d'accord, par rapport à une organisation du travail qui reste massivement stupide. On appelle ça une organisation scientifique du travail. Okay, mais vous connaissez ça très bien, hein, c'est la secrétaire trilingue à qui on laisse utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. Hein, okay, et donc elle va piquer le boulot d'une secrétaire bilingue, qui va piquer le boulot d'une secrétaire monolingue, qui va piquer le boulot d'une... etc. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous avez une bac+3 qui accepte d'être caissière à Auchan, et il y en a 2 qui sortent en bas, etc. Bon. Donc la théorie de l'excès de culture qui produit le chômage structurel de masse, on expliquait ça. Et alors, 5e branche de la tomate, on expliquait que... c'est compliqué ça. On expliquait qu'une société de chômage structurel de masse, ça détruit, ça modifie le sens de l'action publique. Soyez cool, il ne reste que 5 branches. Si vous voulez, dans une société de plein emploi, l'action publique, c'était facile. Ça consistait, jusque dans les années 60, à faire croire à la démocratisation culturelle, c'est-à-dire, ça consistait à distribuer la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour fabriquer de l'ascension et de la richesse sociale. Et donc, l'action publique, ça consistait à faire sortir de terre des médiathèques, des bibliothèques, des piscines, des écoles, des médiathèques, des théâtres, des MJC, des bibliothèques, des piscines, des médiathèques. À partir des années 80, etc., quand on rentre dans une logique de chômage structurel de masse, l'action publique va commencer à se modifier. Elle va arrêter de faire croire à Karim que s'il va à la médiathèque, il va trouver du travail très vite. Okay, je vous dirai pourquoi après je dis Karim. Elle va arrêter de ça et elle va se mettre à s'intéresser aux gens qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas à l'emploi, conférence numéro 5, d'accord, pour leur faire croire que c'est de leur faute. On appelle ça une action publique par dispositif. Alors l'INSEE, qui n'est toujours pas la LCR, hein, l'INSEE nous apprend qui a un avenir aujourd'hui en France, c'est-à-dire un contrat de travail à durée indéterminée. Donc qui peut se marier, faire des gosses, faire des crédits, acheter une bagnole, changer d'enfant, qui? Des hommes, et non pas des femmes. Ils ont entre 30 et 50 ans. Ils sont d'origine française sur 2 générations, au moins. Et ils sont bien qualifiés, mais pas trop. Et tout le reste, c'est-à-dire la majorité de cette salle, moi y compris, maintenant, je me suis accroché à un handicap, nous sommes considérés par l'INSEE comme population à risque.
À risque au regard de notre capacité à nous insérer sur le marché du travail. Les marxistes rigolent, ils savent qu'il n'existe pas de marché du travail, mais ça je vous l'ai dit, c'est la conférence numéro 5, donc j'en parle pas. Et donc pour ces gens-là, on va mettre en place des dispositifs pour les aider, n'est-ce pas, à retrouver le chemin de cette énorme offre d'emploi que fait le patronat français en permanence. C'est vraiment dommage, il y a plein de boulot, les gens ne le trouvent pas. Et donc des dispositifs pour vous aider à être un peu moins jeune, hein, aujourd'hui c'est moins de 30 ans, hein, un peu moins vieux, aujourd'hui c'est plus de 50 ans, hein, celui-là je le déteste, hein, un peu moins femme, un peu moins arabe, ok, d'accord, donc quand vous vous appelez Fatima, que votre père est algérien, que vous êtes une femme, que vous avez que 26 ans, que vous avez que votre bac ou bac plus 2, vous cumulez 4 handicaps au regard de votre capacité à vous insérer sur le marché du travail. Et votre frère Karim, qui a 14 ans, dit à la maîtresse, quand elle lui dit, si tu travailles bien, nanana, nanana, lui, il n'y croit plus. Okay. D'ailleurs, 13 d'entre nous, la maîtresse non plus n'y croit plus. Bon, ça, c'est l'autre conférence, j'y vais pas. Et donc, pour ces gens-là, donc, si vous voulez, alors, branche numéro 6, c'est ça? J'en suis à la 6e branche, ouais. Branche numéro 6, on expliquait qu'une action publique par dispositif, ça détruit la démocratie de représentation, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de vivre en ce moment la mort de la démocratie de représentation. Parce que la démocratie de représentation, c'est un truc très, très simple. Ça consiste à élire des gens pour qu'ils règlent les problèmes, c'est-à-dire pour qu'ils fabriquent du service public, c'est-à-dire de l'intérêt général. Okay. Actuellement, on les élit pour qu'ils détruisent du service public, c'est très curieux. Et donc ensuite, vous vous occupez plus de rien. Vous élisez le gars et il est supposé régler le truc. Et donc, l'action publique par dispositif, ça ne s'attaque pas à la cause du chômage, qui est l'organisation du travail dans l'entreprise. Hein, dire à M. Michelin, vous allez utiliser vos milliards de bénéfices différemment, vous n'allez pas virer les gens. Ouais, d'accord ? Ça s'attaque aux symptômes, c'est-à-dire le chômeur. Ça ne s'attaque pas au chômage. Et donc, ça ne marche pas. Et donc la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, nous disent « Nous allons déclarer la guerre au chômage ». Au bout d'un moment, le citoyen se dit « marche pas leur truc, pourrait peut-être essayer autre chose ». Ça tombe bien, il y a des repreneurs. Branche suivante de la tomate. Vivendi se pointe. Donnez-moi les services publics. Donnez-moi la santé. Donnez-moi les maisons de retraite. C'est fait, c'est Veolia. Donnez-moi les transports régionaux. C'est fait, c'est Veolia. Toutes les régions. Donnez-moi la flotte. C'est fait. Donnez-moi l'électricité. C'est en ce moment. Donnez-moi les télécoms. C'est fait. Donnez-moi les hôpitaux. Donnez-moi l'école. C'est dans 2 ans. J'en parle pas. 2 ans. Donnez-moi l'argent des services publics, nom de Dieu, donnez-moi l'argent de l'impôt, donnez-moi les milliards, 7000 milliards d'euros, le marché éducatif européen. D'accord, donnez-moi l'argent que je puisse jouer ce pognon en bourse, bon Dieu. Je vais rendre le service, vous inquiétez pas. Il y aura de la flotte, 4 fois plus cher, il y aura de l'hôpital pour ceux qui peuvent se le payer, il y aura. Ça sera un peu comme aux États-Unis, ok ? C'est plutôt pour ceux qui peuvent se le payer, et puis une voiture balai pour les autres. Je veux dire, mais alors, c'est une grande démocratie, non ? Bon. Et donc, branche suivante de la tomate, je ne sais plus où on en est dans les branches, mais on en est à la 8e. 8, on vient de passer à la 7, 8e branche de la tomate, on expliquait que cette privatisation des politiques publiques, ça s'apparente à une attaque massive contre du salaire et du salariat. Mec, tu vas dans la salle, t'en vois 10 qui se faufilent en douce comme ça. T'en as 10 qui disent oui, sûrement, tu peux expliquer. Mais oui, parce que c'est ça la conférence 5, c'est pour ça qu'on l'a faite celle-là. C'est les gens, nous avons presque tous perdu le sens de ce qu'est le salaire. Ils ont réussi à nous faire croire que le salaire, c'est le prix de notre travail, c'est ce qu'on nous donne en échange de notre travail. Si je vous demande ce qu'est le salaire, et si vous avez autre chose à faire le soir que de lire des romans de sciences éco, ok, si je vous dis c'est quoi le salaire,
bah, vous allez me dire, bah, le salaire, c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail, mais pas du tout. Ça, c'est la moitié du salaire. C'est ce qu'on appelle le salaire direct. D'accord ? Au 19e siècle, le patronat ne nous donnait que ça. Et il voudrait ne nous redonner que ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Exactement quasiment la même somme. Qu'est-ce que vous faites du salaire? Qu'est-ce que vous faites de l'argent qu'on donne à d'autres que vous en échange de votre travail? Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales que Sarkozy appelle les charges sociales? Bah, les charges. La totalité des hôpitaux en France, la totalité du personnel hospitalier est payée et prise sur les cotisations patronales, la cotisation maladie. Qu'est-ce que vous faites de l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, c'est-à-dire du salaire qui est maintenu pour des gens qui ne travaillent plus, soit parce qu'ils sont vieux, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont au chômage. D'accord? Et donc, ici je peux le dire parce que je suis plutôt lâche comme mec et là je suis loin, donc il faut être con comme un marin pêcheur du Guilvinec pour applaudir quand Sarkozy déboule et leur enlève des charges sociales. Les mecs croient que c'est une victoire. Tu sais, vous vous rappelez de ça? Il venait d'être élu, mais c'était une mise, c'était orchestré ce truc. Il venait d'être élu. Et les marins pêcheurs, le prix du fioul augmente, ils ne gagnent plus rien. Que fait Sarko? Est-ce qu'il dit à Total, je baisse le prix du fioul, vos actionnaires gagneront moins d'argent? Pas du tout. Il arrive en sauveur au Guilvinec et il dit, je vous ai entendu, j'enlève les charges sociales. Et les mecs sont là, on a gagné, l'hôpital, on peut l'enlever. Dans l'année qui suit, on dégage l'hôpital de Carhaix, hein, d'accord? Je veux dire, les maladies peuvent crever. c'est se faire enlever des charges sociales, c'est se faire enlever du salaire. C'est juste que comme c'est pas du salaire direct, on s'en fout, c'est du salaire de quelqu'un d'autre. Mais c'est énorme. Sarkozy ne nous fait pas un cadeau quand il rêve d'enlever des charges sociales. La première occasion, dès que ça pète quelque part, il arrive, il dit je supprime les cotisations patronales. Puis après il dit, attendez, les services publics, moi je ne peux pas l'inventer le pognon. Il a dit cette phrase, il a dit il n'y a pas d'argent dans les caisses, je ne peux pas l'inventer. Et donc ils vont nous faire racheter, ça c'est le coup des retraites, donc je ne le fais pas ce soir, ils vont nous faire racheter nos retraites, c'est-à-dire ils vont nous faire racheter notre salaire indirect avec notre salaire direct. Vous allez dire, oh putain, ils sont forts. Non, on est cons. Et donc, 9e branche de la tomate, on expliquait que si on ne veut pas d'une société où tout va devoir se vendre, la santé, l'amour, l'éducation, enfin bref, tout va être une marchandise, si on ne veut pas de ça, à supposer qu'on n'ait pas envie de ce type de société, alors il faut arrêter. Il faut arrêter de faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas assez de culture. Il faut arrêter d'aller leur balancer de l'art contemporain sur la tête. Et il faut fabriquer avec les gens de la culture, c'est-à-dire de l'explication, avec les gens qui sont dans les services publics, avec les agents, avec les usagers, d'accord? Les gens de Pôle emploi savent très bien ce qui se passe. Je veux dire, les profs savent très bien ce qui se joue, d'accord? Donc avec les profs, les parents, les élèves, bref, il faut redétricoter tout ça. Et là, il faut, raconter, analyser, d'accord, faire ce qu'on faisait dans les stages de réalisation, je vais y venir tout à l'heure après l'entracte. Il faut faire ça, il faut fabriquer du récit, si vous voulez, pour comprendre la domination, fabriquer de l'analyse politique, fabriquer de la culture, avec un petit c, c'est-à-dire de la compréhension de ce qu'on vit, là où on le vit, comment on le vit, pour détricoter tout ce foutu système jusqu'à la Révolution. Quoi d'autre? Et là, il restait un mec. Et on le finissait avec la 10e branche, parce qu'on disait, et alors c'est formidable, c'est que cette approche de l'éducation populaire, c'est exactement la définition de la démocratie que proposait Paul Ricoeur, qui est un philosophe français qui vient de mourir, qui est un des rares philosophes qui a proposé une définition procédurale de la démocratie. C'est-à-dire comment ça marche. Parce que si je vous demande c'est quoi la démocratie, que vous me répondez c'est le pouvoir du peuple par le peuple autour du peuple. Oui, ok, merci. Ou bien la démocratie, c'est la liberté d'expression. Ah, d'accord, donc... Non, la liberté d'expression n'est que le premier temps du processus démocratique et en compte 4, puisque Paul Ricoeur nous dit est démocratique.
Une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts. Mon intérêt n'est pas votre intérêt, mais qui se fixe comme modalité d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ces contradictions. Ok, liberté d'expression, d'accord. L'analyse de ces contradictions. Il y a déjà beaucoup moins de monde là. Vous aurez des subventions, si vous êtes dans un service jeunesse, si vous êtes animateur, vous aurez des subventions pour que des jeunes s'expriment, pour qu'ils vomissent sur les institutions, pour qu'ils disent des gros mots. Ouais, fuck la police, nique ton maire. Vous aurez des subventions pour ça. Ensuite, essayez de fabriquer avec eux de l'analyse politique de ce qu'ils viennent de dire. Ok, on va se réunir pendant 1 an avec vos textes de rap, là on va fabriquer de l'analyse politique. Et là, vous me dites combien vous avez comme subvention? Allô? Le service jeunesse à l'appareil. Vous faites quoi là avec les jeunes exactement? De l'analyse politique. Ouh, vous pouvez passer au 2e étage là. La délibération de ces contradictions en vue d'arriver à un arbitrage. L'arbitrage n'étant pas la résolution des contradictions. Hein. Attention, une société dans laquelle les contradictions seraient résolues serait une société de type fasciste. Du genre, il n'y a pas de prostitution en République populaire de Chine. Voilà, fin de la contradiction. Okay. Il reste quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y avait plus personne. Le dernier mec était reparti. En fait, ils étaient tous repartis, balancer de la culture sur la tête des pauvres. On n'a jamais pu en garder un jusqu'au bout. Et nous, on disait, mais pourtant c'est ça. Enfin, si, c'est ça. Enfin, plant de tomates. Si, c'est la révolution industrielle, la révolution française, la culture comme explication la fin du plein emploi, les dispositifs, la mise en crise de privatisation des politiques publiques, l'éducation populaire comme travail de la culture dans la transformation. Si, c'est ça. Si. Personne. Et tout ça à cause de qui, mesdames, messieurs? À cause de Christiane Faure. Parce que quand elle a finalement accepté de me raconter le 2e jour, bah moi, j'ai commencé à comprendre. Mais là, j'ai pris une sacrée baffe. Je vous raconte ça après l'entracte.